Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le familier du jour, c'est donc cette une du magazine Capital qui sort ce matin. Le mensuel économique propose un dossier d'une vingtaine de pages dans lequel il répertorie les plus grandes fortunes de France, mais également leur répartition géographique ainsi que les 80 villes qui abritent le plus de millionnaires. Alors, à l'heure où les affaires se multiplient, affaires Bettencourt, affaires Tapie, qui font la une de l'actualité avec tous ces gens qui ont beaucoup d'argent, on sait qu'en France, en général, être riche est mal vu par l'opinion publique. C'est un peu une ambiguïté, ça nous passionne dans les magazines et à la télévision, et en même temps, on aime les détester. Bastien Millot, bonjour. Vous avez quasiment tout résumé, Jean-Marc. Je vais pouvoir rentrer chez moi. Non, c'est vrai, les médias raffolent des classements, des palmarès et autres top 50, et c'est évidemment le cas ce mois-ci avec Capital et ce titre accrocheur: qui est riche près de chez vous? Alors je sens votre œil s'allumer, on va tout savoir. Mais Capital prévient: mal vu par l'opinion, matraqué par le fisc, les riches sont les boucs émissaires de la crise, et pourtant l'économie leur doit beaucoup. Donc le mensuel va essayer de faire un peu de pédagogie. Alors c'est vrai, Jean-Marc, vous le disiez, communiquer sur sa fortune, c'est pas une chose facile, et on l'a vu notamment avec les récentes polémiques sur le patrimoine des ministres. Vous vous en souvenez, on l'avait évoqué ici même. À l'époque, c'était un peu pour les membres du gouvernement le jeu: plus pauvre que moi tu meurs, les uns mettant en avant leur véhicule d'occasion, les autres communiquant sur leur livret A ne possédant que quelques euros. Bref, le but était de montrer qu'on avait le moins de fortune possible pour une raison très simple. Aujourd'hui, être riche quand on est membre du gouvernement ou homme politique, c'est très difficilement compréhensible de la part des Français. C'est notamment le cas de la ministre des Personnes âgées, Michèle Delaunay, qui n'est pas très connue du grand public, c'est pas faire injure que de lui dire, qui est à la tête d'un patrimoine de 5 400 000 euros et qui rappelle dans Capital qu'elle a vécu une épreuve, puisque révéler l'ampleur de ce patrimoine alors qu'elle n'était pas très connue du grand public, eh bien en gros, c'était attirer les projecteurs sur elle et pas forcément sur son action. Donc en gros, le magazine pointe deux choses. D'abord, la vraie difficulté des riches en France à assumer leur patrimoine et l'image qui est liée, et puis surtout l'opinion des Français qui est riche. C'est ça qui était étonnant, Jean-Marc. Dans notre pays, le salaire médian, c'est 2 410 euros par mois. Donc en gros, la moitié des Français gagnent plus que 2 410 euros par mois. Et en même temps, dans un sondage publié par Les Échos en février 2013, fait par l'IFOP, en France, pour les Français, on est riche à partir de 6 500 euros par mois. Donc ceci explique cela. Alors, qui trouve-t-on dans ce classement? Parce que malgré tout, voilà, on a une petite curiosité vis-à-vis de ça. Oui, je vous sens impatient. Mais j'ai beau chercher, Jean-Marc, j'ai vraiment fait toutes les pages du magazine, vous n'y êtes pas. Ah bah ça, je vous confirme. Vraiment, je le regrette. Ça, j'aurais pu venir vous demander une augmentation pour la 5e saison, mais non. J'aurais pu vous faire gagner du temps. Si vous m'aviez posé la question, je vous aurais répondu tout de suite. Vous savez, vous connaissez ma pudeur légendaire. Alors, le top 3 des grosses fortunes. 1, la famille Mullier qui possède Auchan. 2, Liliane Bettencourt avec L'Oréal. Et 3, les familles Dumas, Puech et Guérand qui sont les familles propriétaires d'Hermès. Donc en fait, les personnalités les plus souvent médiatisées et associées à la richesse arrivent juste derrière. Bernard Arnault est 4e, Serge Dassault 5e et François Pinault 6e. Donc ça bouscule un peu les idées reçues. Et puis surtout, il y a ces villes préférées des contribuables les plus Paris, fortunés. Alors là, on voit en tête le 7e arrondissement de Paris. Ah, c'est l'arrondissement, oui, d'accord. Où presque 17% des habitants payent l'ISF quand même. Ensuite, Neuilly-sur-Seine, vous aviez bien, vous avez bon, joli. Versailles. Et enfin, le 16e arrondissement de Paris qui arrive en 3e position. Tout ça doit sérieusement agacer les contribuables qui ont choisi de vivre dans ces villes et qui ont depuis longtemps adopté la maxime: pour vivre heureux, vivons cachés, et surtout révélateur du rapport très singulier que la France entretient avec ses grandes fortunes. Alors, quelle leçon tirer de ce genre d'enquête, Bastien? D'abord, elle est assez emblématique de la schizophrénie française. Je m'explique. Dans le magazine Capital, on explique qu'il ne faut pas stigmatiser les riches, qu'il ne faut pas les mettre à l'index, que la France a besoin d'eux. Et puis de l'autre, on fait des listes, des classements de tous les gros patrimoines, de l'endroit où on peut les trouver. Donc c'est assez vraiment emblématique de l'opinion qu'on a dans notre pays sur les grosses fortunes. Ensuite, c'est évidemment révélateur du casse-tête qui se pose à tous ces personnalités en période de crise, de gérer cette communication et cette image sur leur patrimoine. En gros, moins ils en parlent, mieux ils se portent. C'est un peu la leçon de tout ça. Mais en même temps, avec la multiplication des affaires, les histoires de fraude fiscale, etc., ça revient en permanence sur le devant de la scène et c'est très compliqué. Et puis, à trop abuser de ces classements, on a parfois tendance à oublier ce qui se passe à l'étranger, où l'argent est souvent moins tabou. Et je vous ai trouvé une petite anecdote cocasse pour terminer. En mars dernier, le prince saoudien Al-Walid avait décidé de cesser sa collaboration avec le magazine Forbes, qui chaque année publie une enquête sur le patrimoine, non pas parce qu'il était agacé ou énervé qu'on publie son patrimoine ou sa fortune, non, tout simplement parce qu'il accusait le magazine d'avoir sous-évalué sa fortune, donc il ne l'avait pas mis assez riche par rapport à ce qu'il était vraiment, et donc il a pris la mouche et il a dit: moi je ne collaborerai plus à Forbes. Et bien voilà, peut-être une leçon à méditer pour nos grosses fortunes françaises. C'est clair, une autre mentalité. Merci beaucoup Bastien Millot. Justement, on va essayer d'être un peu plus riche en faisant de la pub.